Et dernier échange de la soirée avec la discussion Kanaki Nouvelle-Calédonie avec Issa Rala et Hamid Mokadem. Donc, et bien sûr Charles Irénée qui va modérer cet échange. Je vous laisse la parole. Et merci à tous d'être là. Alors, vous l'avez constaté, hein, la thématique de cet échange est très large. Je pense que c'est assez conscient de la part des organisateurs. D'une part parce que on a des profils qui sont très différents avec nous. Ensuite, qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la Nouvelle-Calédonie. Puis surtout, pour vous laisser à vous l'occasion de poser des questions aussi larges que possible sur la Nouvelle-Calédonie et la Kanaki. Je voudrais quand même réaccueillir, puisque tu étais ceux qui sont là depuis un moment l'ont vu tout à l'heure, mais Itza Rwala, qui est avec nous. Itza qui est en ce moment en Polynésie pour une résidence d'écriture, hein, tu as été lauréate de cette résidence d'écriture qui t'a emmené à Rayatea pendant quelques semaines et aujourd'hui à Moorea, c'est ça ? C'est ça. Voilà, et qui n'est pas fini d'ailleurs, que tu vas poursuivre dans les semaines à venir. Et je ne vais pas refaire toute la présentation qui a été faite avant, mais tu viens de l'IFU, où tu es très active et dans le milieu culturel et avec la jeunesse aussi, et c'est peut-être un sujet qu'on va développer un petit peu. Je vais tout de suite demander est-ce qu'il y a des questions. Alors vous pouvez bien sûr poser des questions sur la situation d'actualité, sur les travaux de nos deux auteurs, sur ce qu'on a dit tout à l'heure aussi avec Hamid Mokadem, puisqu'on n'a pas eu le temps d'échanger. Je pense que bien sûr les événements qui ont eu lieu en Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai, la flambée de violence qui s'est un petit peu calmée mais qui n'est pas complètement terminée, ont provoqué du débat ici aussi en Polynésie. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui souhaitait prendre la parole là-dessus ou sur autre chose ? N'hésitez pas, je viens à votre rencontre avec le micro si vous avez besoin. Merci à toi d'être venu de si loin, enfin tous les deux, toi aussi, et merci aux journalistes qui interrogent. Ma question va concerner le profil de comment il s'appelle, celui qui a été assassiné, donc Djibaou, et Djubeli Wea de cet ouvrage. Est-ce qu'il n'y a pas par hasard une question de religion derrière ? Parce que l'un est un prêtre catholique et l'autre est un pasteur protestant. Je veux dire par là, l'approche des questions d'ordre politique, d'ordre religieuse, d'ordre social, d'ordre philosophique ne relève pas un peu de cette différence d'approche religieuse dans les deux religions importantes en Nouvelle-Calédonie? Voilà ma question. Oui, c'est certain qu'il y a une approche différente, notamment vis-à-vis de l'idée d'indépendance. L'Église catholique romaine ne s'est pas encore positionnée pour l'indépendance. L'Église protestante, il y a une scission. Il y a une partie qui est contre l'indépendance et très tôt, l'Église protestante s'est positionnée pour l'indépendance. L'Église évangéliste de Kanaki. Mais c'est paradoxal. Djibaou, qui était un prêtre mariste de l'Église romaine, qui a demandé sa réduction à l'état laïque, va devenir un fervent partisan d'indépendance. Ainsi que Eloa Machoro. Et puis d'autres. Il y a des Kanaks et des Océaniens qui viennent de l'Église catholique, qui ne sont pas pour l'indépendance, qui ont été formés par l'Église catholique, puis après qui vont se positionner pour l'indépendance. Mais vous avez raison, il y a des approches un petit peu différentes qui demanderaient un peu plus de temps et de détails. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou peut-être Je vais en poser une du coup. D'abord à Itza, mais je pense que Hamid pourra répondre. Pour recentrer les choses sur l'actualité de ces derniers mois en Nouvelle-Calédonie, qui a donc été dramatique. On a présenté un peu vers l'extérieur, y compris vers la Polynésie, les émeutes, puis tous les événements qui ont eu lieu ces dernières semaines et ces derniers mois, comme un bloc qui concernait tout le pays. Or, on comprend bien que l'essentiel des violences proprement dites se sont passées dans Nouméa et Grand Nouméa, donc dans la zone la plus urbanisée. En revanche, on a finalement peu d'informations dans les médias locaux ou nationaux, ici en Polynésie, sur ce qui s'est passé ailleurs.
toi, pendant ces événements, Itza, tu étais à Lifou, dans les îles Loyauté, c'est ça? Est-ce que ce qui a été dépeint à l'extérieur, tu l'as vécu aussi? Alors, moi, comme voilà, je vis sur Lifou. Et quand tout s'est passé, on avait en amont, parce qu'on ne dit pas ce qui se passait en amont, c'était les manifestations pacifiques. Donc moi aussi, j'étais dans certaines manifestations pacifiques. Et pendant des mois, au moins, il y avait sur Nouméa, dans les îles, je crois que dans le nord, il y avait les manifestations pacifiques où on devait montrer le drapeau, montrer fièrement qui nous sommes. Et le drapeau, et pourquoi, et comment, enfin... de montrer aussi qu'on était contre le projet du dégel électoral. Donc c'était ça, en tout cas, c'était ça les ordres, les consignes. Et ce qui s'est passé le 13 mai, ça a surpris tout le monde, aussi bien les politiques, les gens qui habitent à Nouméa, que nous-mêmes vivant dans les îles. Personne ne pouvait s'attendre à une telle violence. En tout cas, on ne s'y attendait pas. Tout à l'heure avec Hamid, on parlait de radicalité et les rapports différents qu'il puisse y avoir avec la radicalité. Ce qui s'est passé dans le Grand Nouméa à ce moment-là, à Lifou, c'est quelque chose qui était unanimement condamné, ou alors certains, on peut condamner, on peut expliquer aussi. Il y a différents degrés. Quel était le regard des gens, et particulièrement des jeunes, peut-être sur ce qui se passait à ce moment-là? Quand tout s'est passé, il fallait savoir que les jeunes, les écoles ont été fermées tout de suite. Donc les enfants, plus d'école, donc ils suivaient sur les réseaux sociaux. Donc les meurtres des jeunes perpétrés par des gens des civils qui ne sont pas policiers. Et donc tout ça, ils le regardent à travers les réseaux sociaux. Et un moment avec la presse, à la presse, les données par normalement le Ossaria, qui était censé être exact, il se trompait. Donc à un moment donné, on ne savait plus, on devait se fier à qui. Donc tout le monde s'est fié sur les réseaux sociaux, puisque les chaînes, les médias donnaient des erreurs, en tout cas dans les actions. Et avec les jeunes, on a dans ma tribu, et en tout cas dans toute l'île, on a essayé de se mobiliser pour sensibiliser la jeunesse déjà sur ce qu'ils voient. Et parce que forcément, ce qu'ils voient, c'est d'une telle violence qu'ils sont en colère. Et les jeunes, il fallait apaiser tout ça. Il fallait apaiser, on n'était pas forcément d'accord. Mais il fallait trouver un terrain d'entente. Mais comme à Nouméa, c'était tellement chaud, que quand on s'est réunis, tous les jeunes des tribus de l'île de Lifou, en tout cas quand on s'est réunis à la maison de l'ère coutumière de Djéhou, on s'est mis d'accord sur ce qu'on voulait faire et comment on pouvait se mobiliser tout en gardant le terme pacifiquement. Et c'était pas d'arrêter les manifestations, mais nous on a continué à faire des marches blanches, et pas de soutenir la violence, mais aussi de dénoncer ce qui se passe dans la ville. Nous, on vit dans les îles, on n'a pas le même regard, puisqu'on vit sur nos terres, on grandit sur nos terres, et Nouméa, c'est toujours de manière, on vient, mais c'est passager, on ne se l'approprie pas. Mais ceux qui vivent, même les Kanas qui vivent en ville, je ne peux pas penser à leur place. Je ne sais pas, on n'a pas vécu les mêmes choses, on n'a pas été nourris des paroles. Donc ce qui s'est passé, ça a surpris tout le monde. Mais nous, il y avait les jeunes, en tout cas, voulaient réagir, pas forcément de la manière pacifique, mais il fallait calmer les esprits. Et ces échanges que vous avez organisés, ce cadrage un petit peu pour décider ensemble ce que vous vouliez faire, est-ce qu'il s'est fait dans un cadre politique? Est-ce qu'il s'est fait dans un cadre coutumier, ou les deux à la fois? À quel point ça s'enchevêtre? En fait, c'était les jeunes du mouvement des jeunes, que ce soit des églises protestantes ou catholiques, les mouvements des jeunes politiques aussi, des jeunes des partis indépendantistes et des jeunes de l'île, tout simplement. C'était mélangé et on voulait faire un truc ensemble, mais il fallait qu'on soit d'accord.
tant que si on n'est pas d'accord, eh ben, on ne fait pas, on fait chacun, enfin, en fait, on mène des actions chacun de notre côté. Mais c'est là qu'on voit justement que nous vivons dans la même île, donc finalement, on a vite trouvé un terrain d'entente. Voilà ce qu'on va faire. Avec l'appui de nos chefs coutumiers, on continue et on soutient nos jeunes qui sont tués, enfin les jeunes qui sont tués, parce qu'on ne peut pas être insensible. Et quand on voit qu'ils sont traités de terroristes, moi, ça me fait mal. J'ai vu mes tantes pleurer parce que ça veut dire quoi, terroriste? C'est vrai, il y a des jeunes qui ont brûlé, je ne cautionne pas toute cette violence, je ne comprends pas. Mais c'est là qu'on voit en fait la réalité socio-économique, la réalité de la capitale. Que tous ces jeunes-là, ceux qui ont fait tout ça, ben, je pense qu'ils n'avaient rien à perdre puisqu'ils n'avaient rien à la base. Donc nous, on ne comprend pas. Mais ce que nous, on ne tolère pas, c'est que ces jeunes soient assassinés comme ça, de manière gratuite. Hamid Mokadem, vous qui avez travaillé, réfléchi sur le mouvement indépendantiste et puis enquêté sur toute la partie de radicalité qui a pu exister et qui existe encore, on le disait tout à l'heure, est-ce que ce qui s'est passé ces derniers mois et donc cette mobilisation contre le dégel du corps électoral qui a évolué de façon très très différente dans le Grand Nouméa, dans les îles où on pourrait parler aussi du Nord où c'était d'autres formes de mobilisation encore, est-ce que tout ça vous a surpris ou finalement ça correspond à, enfin les bases étaient posées d'avance? Oui, d'abord je tiens à dire que je suis catastrophé de ce qui est en train de se passer parce que c'est pas fini. Et avant de répondre à la question, je voudrais dire quand même que je suis très inquiet, parce que nous, on a nos gens à nous qui sont là-bas, la famille. On n'est pas sorti de cette catastrophe, on peut en sortir. Je pense que la responsabilité pour sortir de là, c'est les politiques. Il faut qu'ils aient une parole, il faut qu'ils négocient, il faut qu'ils parlent aux jeunes. Moi, j'étais sur le terrain. Je n'ai pas fait exprès, j'habite un quartier nord, à Petite Normandie. Et donc j'étais obligé de sortir pour savoir ce qui se passe. Ce qui s'est passé, c'était prévisible et imprévisible. Avant de parler de ça, avec les anciens, parce que Isa parle de Djehou, mais il y a beaucoup de jeunes Kanaks qui viennent des îles, de la Grande Terre, et qui ont grandi dans Nouméa et les périphéries de Nouméa. C'est eux les acteurs des actions qui ont été enclenchées. Et dans le quartier où je vis, les anciens Kanaks, qui étaient les anciens militants, et moi-même, le premier travail qu'on a fait, c'est de réguler la colère des jeunes. On a protégé les 2 épiceries du coin et le collège de Normandie, disant que ces destructions-là, c'est pas, ça va à l'encontre des populations. Donc, on a tissé du lien social, du rapport social. Et tous les jours, on se réunissait dans une base vie, comme on le fait dans le milieu kanak, et on discutait. Tous les jours, on faisait un bilan. Donc, j'étais en plein cœur des événements. Et en voyant les couvertures médiatiques et toute cette armée de journalistes qui débarquaient à Nouméa et Grand Nouméa, j'étais abasourdi par la propagande et les mots d'ordre qui assainaient, qui martelaient et qui créaient une espèce de couverture, comme une chape de plomb, dans laquelle on faisait passer les jeunes pour des émeutiers, dans laquelle on faisait passer ce mouvement pour des exactions et les pires délires qu'on a pu entendre. Donc je réponds à la question, ce mouvement, à mes yeux, était prévisible. Ça fait depuis plus de 30 ans, depuis la signature des accords de Matignon-Oudinot, depuis la signature de l'accord de Nouméa, qu'on a reproduit en Nouvelle-Calédonie une structure inégalitaire qui est systémique. Alors bien sûr, je me fais des ennemis. Il y a des amis écrivains kanaks et calédoniens qui ne partagent pas mon point de vue. Moi, ça fait des années que j'analyse et que je constate que les prisons sont occupées par les Kanaks, les hôpitaux psychiatriques sont occupés par les Kanaks, les cars scolaires, les transports qui
qui sont les transports collectifs, qui sont les moins chers, sont occupés par les Kanaks. Il y a une forme de ségrégation qui s'est mise en place et qui a créé une structure inégalitaire dans laquelle ont grandi, ont évolué des jeunes qui sont nés bien après l'accord de Nouméa, qui sont nés là-dedans. Eux, qu'est-ce qu'ils ont vu? La plupart de ces populations jeunes urbanisées, ils ont vu que des miettes. Et ils ont grandi, pour certains, pas tous, hein, dans ce que les juristes appellent, je ne passe ce terme-là, des formes de délinquance. Donc, dans une forme de guérilla, d'action qu'ils modélisent à leur niveau. Donc, c'était prévisible. Ce qui était imprévisible et qui a stupéfait tout le monde, c'est exactement comme le deuxième référendum. Ce qui était imprévisible, c'est que les jeunes aillent voter au deuxième référendum, ce qui faisait une progression du oui. Le troisième référendum, il n'a pas été tenu. Et là, ce qui était imprévisible, c'est que l'action... Vous savez, le 13 mai, il y a eu des déclarations à la porte-pièce du préfet, du Haut-Serre, et la nuit du 13 au 14 mai, les actions qu'on croyait être localisées à Saint-Louis, Pierre-Lanquette, elles se sont, par une synergie, déroulées dans tout le Nouméa et dans certains quartiers de la périphérie de Nouméa, de manière synergique. Ça a stupéfait tout le monde. Ça a été un côté imprévisible. Et c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec les lectures des meilleurs experts. Je prends les meilleurs experts, je ne prends pas les saltimbanques des médias qui racontent n'importe quoi. Je prends des gens qui réfléchissent, qui comparent ce qui s'est passé avec les événements. Ça n'a aucune mesure. Pourquoi? Ça a démarré de Nouméa, la zone urbaine, des périphéries, de tout cet urbanisme. Et alors que la série qu'on appelle les événements ont démarré des zones rurales, la Grande Terre et les îles Loyauté. Là, les acteurs, c'est des populations qui ne sont pas politiques. Ça a dépassé même la CCAT. La cellule de coordination des actions sur le terrain a été dépassée par ce mouvement. Et il a fallu réguler les jeunes pour les calmer, parce qu'il y en a qui étaient prêts à partir au sacrifice, à donner de leur vie. Et donc les anciens avaient peur, on calmait le jeu. Donc pour répondre à la question, moi qui étais sur place, ça allait vite, ça allait très vite. On était en plein cœur d'un cyclone qui est l'histoire. Mais donc vous avez, un peu comme ça l'a fait à Lifou, eu des échanges avec des jeunes qui pouvaient être impliqués dans la mobilisation à ce moment-là, pendant cette période de mobilisation. Est-ce que vous avez vu en face de vous des jeunes qui étaient concernés par le discours politique? Est-ce que vous dites il y a besoin d'une parole politique, il faut parler à ces jeunes, mais est-ce que le dialogue n'est pas rompu de façon un petit peu irréconciliable? Est-ce que c'est des jeunes qui apportent un intérêt quelconque à la parole des politiques, y compris indépendantistes, que ce soit ceux du FLNKS ou même les responsables de la CCAT? Les jeunes qui sont là, c'est des Kanaks, même s'ils sont urbanisés, coupés de la culture, ils sont moins cultivés que Isaac, qui grandit qui a baigné là-dedans, dans la coutume, la culture, la langue. Ils sont quand même Kanaks et ils savent ce que c'est que la parole. Le problème, c'est que cette population très jeune, hein, les caciques des partis politiques Kanaks ont eu peur. Ils ne sont pas venus sur le terrain. Ils sont habitués à la négociation, aller à Paris, négocier des accords, faire des palabres. Ils avaient peur d'être sur le terrain parce qu'ils avaient peur justement de cette radicalité. Ce qui s'est passé, nous, à notre niveau, moi je ne peux pas parler de tous les secteurs, de tous les barrages. Nous, à notre niveau que j'ai vécu au quotidien, les anciens essayaient de calmer et de raisonner. Mais les jeunes ne voulaient pas écouter. Ils brûlaient des voitures, ils faisaient des barrages. Je vous raconte une petite anecdote, j'étais en plein dedans, moi. Le matin, j'allais à la Basse-Ville. Basse-Ville, c'est là où on faisait le café. Des gardes mobiles arrivent, c'est impressionnant d'ailleurs. Ils arrivent avec des tanks, etc. Et puis, il y a un commandant qui dit « Est-ce qu'il y a un référent ici ?» Personne ne bouge. « Est-ce qu'il y a un référent ici ?» Personne ne bouge. J'y suis allé. Non pas pour faire le malin, parce que je n'ai pas envie de prendre une bombe lacrymogène sur le coin de la figure. J'y suis allé. Et heureusement d'ailleurs qu'il y avait des responsables pour discuter. Et ils me racontaient que pendant qu'on faisait le barrage ici, toute la nuit, il y avait des jeunes qui faisaient des barrages sur l'espèce d'autoroute qu'il y a au-dessus, la route à péage. Puis je leur dis, mais bon, il faut les comprendre, on les raisonne, ils jouent au jeu du chat et la souris, puis il y avait un autre à côté. Ouais, mais non, nous, on n'est pas là pour jouer au jeu du chat et la souris. On a pu discuter. Après, les jeunes, on les a sermonnés, on leur a expliqué. Puis petit à petit, avec le temps, ils arrivaient à comprendre. Mais il faut comprendre aussi leur optique. Il faut dire une chose aussi, hein, que c'est l'urbanisme, quand je dis qu'il y a une synergie.
Là où je suis, dans la géopolitique, dans la base vie, les jeunes qui sont là, on arrive à les raisonner, mais il y a des jeunes qui viennent de Saint-Louis, qui viennent de Conception, qui viennent de Rivière-Salée, ils arrivent la nuit, puis ils passent, et ils essaient de propager, d'entraîner tout le monde. Donc il a fallu travailler avec eux, mais moi j'ai pu constater qu'ils sont capables de penser, mais il faut leur laisser le temps. Et il y a un défaut, et il y a une qualité et un défaut dans le monde kanak, c'est la verticalité des anciens vis-à-vis des jeunes. C'est toujours astiquer. Et là, il fallait casser ce discours-là pour faire de l'horizontalité, faire que les jeunes, entre eux, se concertent et puissent petit à petit prendre conscience qu'il y a d'autres actions que la violence. Et ça peut-être sur la façon dont on mène un dialogue comme ça, de l'horizontalité, il faut parler d'égal à égal, hein, c'est ça l'idée? C'est ça. Sur l'IFU, ça s'est passé en tout cas comme ça. Ce sont nos chefs, nos autorités coutumières qui nous ont demandé de réagir, la jeunesse. Et ils nous ont laissé un local et personne n'est intervenu. Ils nous ont vraiment laissé décider des actions qu'on voulait mettre en place et ils nous soutenaient. Donc on s'est tous réunis avec nos étiquettes politiques différentes ou les jeunes de l'église protestante ou catholique. On s'est réunis et on a dit qu'on voulait faire quelque chose, mais il fallait qu'on se mette d'accord sur la chose qu'on voulait organiser. Et on s'est mis d'accord sur une journée, une marche blanche encore, parce qu'on en a fait des marches, hein, mais cette marche-là, elle était différente. On a continué, c'était une marche blanche en soutien justement aux jeunes qui ont été assassinés. Et on a fait la marche et dans chaque tribu, on a mis nos banderoles et on a fait une page Facebook pour pouvoir relayer toutes les informations sur les événements, puis de casser aussi ce qui était véhiculé, en tout cas dans la capitale. Et nous, on essaie de décoder et de passer la bonne information. Parce qu'avec les réseaux sociaux, on était aussi... Pour moi, sur l'IFU, la problématique, c'était ça. Il y avait les jeunes gobaient tout, et forcément, c'était la colère et tout, alors qu'il y a des choses qui n'étaient pas vraies. En fait, c'était dans les deux sens. C'était dans les deux sens. Donc, il fallait redonner une nouvelle lecture de ce qu'ils voient. Oui, il y a une vraie problématique sur l'accès à l'information, parce que vous l'avez dit, les réseaux sociaux étaient finalement un refuge, parce que pour vous, ce qui était propagé par les médias était faux, c'est ce qu'exprimait Hamid aussi, mais en même temps, il y a aussi beaucoup de contenus qui appellent à la violence gratuitement. Qu'est-ce que c'est le problème finalement? En fait, tous les soirs, on s'est dit, les jeunes qui étaient plus âgés, on se retrouvait dans la maison commune et on regardait ensemble les infos. On regardait ensemble, mais la journée, on ne peut pas contrôler ce qu'ils regardent. Donc le soir, on regarde ensemble et on les regarde comment se fier aux médias, comment avoir les bonnes informations. Le souci, ce moment-là, c'est que quand, par exemple, je donne l'exemple, le Ossaria a dit dans la journée qu'il y avait la gendarmerie de Yegen qui a été incendiée. Et le soir, quand on fait le point, que voilà, il faut toujours regarder les sites, comment, si on leur dit d'aller vérifier la source, mais que la source, elle n'est pas fiable, c'était ça le souci. Et nous, on s'est retrouvés un peu démunis, donc on se fie à qui pour pouvoir débattre avec nos jeunes. Et on a fait parce qu'après, comme les écoles étaient fermées, les collèges, les lycées, nous, ce qu'on a fait à notre niveau, c'est de continuer parce qu'il y avait la continuité pédagogique et tout. Donc nous, on s'est réunis, tous les jeunes dans les tribus, pour pouvoir assurer en fait la continuité avec la culture et garder un lien avec nos jeunes et aussi avec l'école. Là, on se replaçait un petit peu dans les premières semaines c'était pas les premières semaines de mobilisation, parce que ça faisait plusieurs mois qu'il y avait des manifestations, mais en tout cas dans le mois de mai, quand la mobilisation était au plus fort dans le Grand Nouméa et dans tout le pays. Hamid disait, c'est pas fini, cette phase, ça continue. Alors, Itza, vous êtes en Polynésie en ce moment, mais est-ce que ce travail de lien, d'échange permanent, il se poursuit? Et est-ce que pour vous, il va falloir le poursuivre très longtemps? Est-ce qu'il y a eu une vraie rupture le 13 mai finalement? Nous, en tout cas, on fait des choses à notre niveau, parce qu'on est dans les tribus, on fait à notre niveau, mais ce qui se décide, on n'est pas maître de ce qui se décide dans les instances politiques. Donc oui, il faut trouver un accord
un accord politique stable, parce que s'il n'y a pas d'accord politique stable, l'avenir est flou. Là, je pense que c'est la première fois que j'arrive sur Nouméa pour prendre l'avion pour venir ici à Tahiti. Je vois, j'arrive à l'aérodrome, tout est militarisé, il y a les fils, enfin les barrières. Même à l'aéroport, on passe, j'ai l'impression que c'est la guerre. Et les forces de l'ordre, ils sont là partout, dans les ronds-points. Mais je pense que s'ils ne sont plus là, ils sont là H24, parce que s'ils partent, et ben juste après, il y a des barrages. Hamid, sur ce côté, pardon. Sur cette idée d'une situation qui perdure, et vous disiez tout à l'heure il faut du dialogue, vous parliez de dialogue qui se passe dans des petites unités dans les quartiers comme ceux que vous avez menés pendant la mobilisation, ou alors tout doit être de beaucoup plus grande envergure? Nous, à notre niveau, faut pas croire que c'était que pessimiste, il y avait une joie dans les rapports sociaux, on construisait du rapport avec toutes les communautés et tous les gens qui habitaient. Moi, ce que je voulais dire, ça n'engage que moi, avec respect, humilité, ça n'engage que moi. Si on reprend les mêmes modèles économiques, les mêmes modèles, et on reconstruit la même chose, tout ça, ce qui s'est passé n'a servi à rien. Si c'est ne pas entendre la voix des populations urbanisées civiles, jeunes Kanaks, qui sont allés dans la rue, qui ont manifesté parce qu'ils disaient qu'ils ne se reconnaissaient pas dans ces modèles-là. Et on va reproduire des cercles, des centres commerciaux, des banques, des urbanismes mal faits qui ne correspondent pas à l'océanalité, où il n'y a pas de culture, il n'y a rien. On va reproduire. Moi, je vais prendre des exemples très terre à terre pour me faire en longue carrière de professeur. J'ai été professeur dans un institut de formation des maîtres. C'était la seule école normale d'instituteurs qui existait, qui marchait très bien. Il y avait des Kanaks, il y avait des Caldoches, il y avait des Asiatiques. Ils étaient payés, ils étaient formés pendant 3 ans. Boum! Cassé pour un modèle qui est l'ESP. Un modèle qui vient de l'extérieur. J'ai l'impression que tout ce qui fonctionne, tous les modèles ajustés à la taille démographique du pays, à l'île, au système des interdépendances, comme le disait Jean-Marie Djibaou, à chaque fois, c'est cassé. C'est cassé par des modèles macroéconomiques capitalistes qui font le jeu de qui? Y compris les bureaucrates kanaks. C'est pour ça que je disais que Djibaou, c'est pas du tout sa pensée. Donc, ce qui m'inquiète, on peut sortir de la catastrophe, on peut s'en sortir. Je veux dire, les gens sont suffisamment intelligents pour dire que ça ne peut pas continuer ainsi. Mais si c'est reproduire exactement les mêmes modèles qu'il y avait avant, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Et là, je compte beaucoup sur l'intelligence des politiques, et donc je compte mal. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qui vient d'être dit là? Oui. La parole au monsieur, et puis juste après, je vous passe le micro, monsieur. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, bonsoir. Merci Hamid, merci Nisa. Oui, bonsoir Hamid, bonsoir. Bonsoir Elisa. Merci pour toutes ces informations de première main. Je voulais juste poser une question. Accord Matignon-Oudinot, je me souviens qu'il y avait, pour équilibrer et permettre aux Kanaks de monter dans l'administration, la politique de 400 cadres. A priori, ça n'a pas l'air d'avoir été concluant. Incidemment, donc, Hamid a dit que ça n'avait pas fonctionné et que les politiques des deux bords, je parle des politiques kanaks comme des politiques caldoches, ont leurs responsabilités. Ce qui explique, à mon avis, cette espèce de désespoir de la jeunesse qui vient se plaquer à un désespoir social, parce que dans les banlieues de Nouméa, ils n'ont plus rien à perdre, effectivement, comme tu l'as dit. Et donc, pour reprendre ce qu'a dit Hamid, si on perpétue le même schéma dans 5 ans, il y aura encore des morts, il y aura encore des émeutes. Et effectivement, je partage ce point de vue. Merci. Non, mais c'est pas une question, c'était juste... Justement, je voulais rebondir parce que je travaille dans ce dispositif qui a été dans un parcours excellence sur les fous. Il y a des parcours excellence sur Nouméa et le Nord et sur les îles.
justement pour permettre un rééquilibrage et permettre aux jeunes Kanaks de bénéficier, enfin, en tout cas d'avoir un cadre de travail idéal pour pouvoir faire des études supérieures de haut niveau. Et ensuite poursuivre 400 cadres. Donc moi, j'accompagne les jeunes, justement des bons élèves, des Kanaks, pour pouvoir... parce que comme ils vivent dans les tribus, les conditions ne sont pas forcément idéales pour travailler. Alors quand ils disent qu'ils veulent faire médecine, il faut quand même un minimum leur donner ce cadre-là et les habituer à ce cadre pour pouvoir leur donner toutes les chances de leur côté pour réussir. Moi, en 10 ans, je vois l'évolution, les élèves, je vois les jeunes qui ont passé Sciences Po en restant à l'IFU et en partant de l'IFU pour aller directement à Paris, enfin Nouméa à Paris. Et c'est aussi de casser cette image qu'ils peuvent rester dans les îles et grâce au parcours d'excellence, ensuite partir en métropole. Parce que souvent, ça a été très longtemps, les parents, on ne parle plus le français, on ne parle pas la langue, parce qu'il faut que les enfants réussissent, il faut qu'ils partent sur Nouméa, parce que Nouméa, c'est les bonnes écoles, alors qu'on a un lycée des îles, et le défi, c'était de faire de ce lycée un lieu d'excellence. Et justement, de travailler les mentalités avec les parents, que les enfants peuvent rester là et avoir, tout en ayant de l'ambition pour réussir. Donc moi je vois en tout cas en 10 ans la réussite de mes élèves mais par exemple pour nous on accueille les jeunes de Marais et d'Ouvéa qui viennent sur l'IFU, ils sont une 50aine, mais à Nouméa le parcours d'excellence basé sur au lycée La Pérouse, il n'accueille que 70 élèves pour tout le territoire, donc c'est peu pour accueillir tous les autres. Il y a encore des bons élèves, mais qui ne peuvent pas suivre ces parcours d'excellence. Donc voilà. Oui, bonsoir. D'abord, je voudrais vous remercier parce que la Nouvelle-Calédonie, ce qui se passe aujourd'hui, ça mérite un débat. Et merci d'avoir organisé ce débat. Et je voudrais apporter le côté polynésien. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, la colonisation a été violente, très violente. Il y a d'abord une colonisation de peuplement. En 1852 à 1900, il y a eu 22 000 colons qui ont été mis en place, qui sont la plupart des bagnards, et qu'ils ont tout bénéficié on pourrait dire, de l'administration coloniale, c'est-à-dire l'expoliation des terres et tout. Peut-être les Polynésiens ne connaissent pas trop l'histoire. Et après, il faut savoir aussi qu'à la Nouvelle-Calédonie, il y a deux communautés. Il y a la communauté calédonienne des îles, qui sont issues plus ou moins d'un métissage polynésien. C'est ce qui a fait tout à l'heure aussi le crime, parce que ceux qui sont du Caillou, de la grande île, ne pensent pas tout à fait pareil que ceux des îles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut dire qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a trois communautés en fait. Il y a la communauté Caldoche, il y a la communauté Kanaki du Caillou, et il y a la communauté des îles. C'est pour ça d'ailleurs aujourd'hui le partage s'est fait en trois provinces. Ce que je voudrais dire, c'est que la France, aujourd'hui, se doit de réussir sa décolonisation. Il y a une analogie aujourd'hui dans tous les Outre-mer qui aspire de plus en plus à l'autonomie et à sa souveraineté économique et aussi plus tard peut-être à l'indépendance. Et la Nouvelle-Calédonie, contrairement à d'autres colonies, à savoir qu'en 1945, quand De Gaulle a voulu mettre en place les nouvelles constitutions, il y a eu 26 territoires d'outre-mer. Sur les 26 territoires d'outre-mer, il n'en reste que 3 aujourd'hui, c'est-à-dire Wallis, la Calédonie et la Polynésie. Tous les restes ont acquis leur indépendance. Indépendance entre guillemets, hein, parce que je suis un ancien militaire, j'ai fait 28 ans d'armée, et j'étais donc dans toutes les anciennes colonies en Afrique et tout ça, en intervention, soit armée,
soit pour... c'est ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui, ce qu'on appelle la France-Afrique. Ce que je voulais dire, c'est que vous avez dit tout à l'heure qu'il faudrait qu'il y ait une solution politique. Et cette solution politique, on a fait quelque chose de spécial en Nouvelle-Calédonie, s'autodéterminer 3 fois, qui ne correspond à rien en fait. Voilà. Est-ce que vous ne pourrez pas faire demain, c'est pour ça que je vous remercie d'être présent ici, cette communauté kanak, là, de demander à la France de faire une indépendance négociée, comme ça s'est fait par exemple pour Madagascar, plus ou moins, Vanuatu, il n'y a pas eu de référendum. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que faire un référendum, ça veut dire que demain, on divise le peuple. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. C'est ce qui se passe d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie. Et si on fait une indépendance négociée, ce serait peut-être mieux et peut-être la Nouvelle-Calédonie va retrouver la paix. Et puis aussi, au niveau de l'économie, cette souveraineté économique, il faudrait qu'effectivement, que les politiciens kanak, kaldosh se mettent d'accord pour plus de partage de richesses. Voilà. Marou Faroram. Alors, si je retiens bien dans les questions qui ont été posées, il y avait un des points qui était soulevé, c'est est-ce que forcément l'évolution institutionnelle en Calédonie, puisque c'est ça le fond du débat, passe par un référendum. Il y avait des débats là-dessus déjà depuis des années. On parlait du référendum couperé, il y avait certains partis, y compris côté loyaliste, qui le refusaient. Est-ce que ça, c'est cette obligation du passage par un référendum, comment ça existe encore ce débat dans le paysage politique calédonien? Non, mais il faudrait être sérieux quand même. Il faudrait que la puissance administrante, la France, respecte sa parole. Les 3 référendums qui se sont tenus, le 3e référendum n'a pas été respecté. Il y a eu un passage en force avec Le Cornu qui a réussi à être récompensé d'avoir un poste au ministère de la Défense, relayé par Darmanin. C'est une méthode qui a choqué même les hauts fonctionnaires de l'État français. Il n'y a pas eu de 3e référendum. Le 3e référendum, ce qui s'est passé, c'est comme ici, en Polynésie. Souvenez-vous de ce que disait Le Cornu à propos de vous, les Polynésiens. Il y avait une épidémie de Covid qui touchait les populations océaniennes, et par mépris, il feignait que ces épidémies étaient bénignes. Il y a eu une épidémie qui a touché les populations kanak. Il fallait surmonter ce travail de deuil, il fallait faire des rituels de deuil, et il y a eu une demande de la part des Kanaks de reculer la date du référendum. Ça a été passé en force. Il y a eu un taux de participation en dessous des 50% dans le 3e référendum. Comment voulez-vous, s'il n'y a pas de méthode politique sérieuse, comment voulez-vous qu'il puisse y avoir de la confiance et de la crédibilité? Pourquoi ne pas avoir organisé ce 3e référendum plus tard? Et là, effectivement, en fonction des résultats, une solution négociée. Ça n'a pas été respecté. Il y a eu un passage en force. Et croyez-moi que ce passage en force, il n'existe pas qu'en Nouvelle-Calédonie. L'administration de votre président de la République, Emmanuel Macron, il le fait partout. En Afrique, au sein même de la France hexagonale. Il est en train de jongler, c'est un monarque qui applique ses méthodes comme il le fait. Et donc, il n'y a pas que la Nouvelle-Calédonie, il fait cette méthode, cette non-méthode politique, elle est appliquée partout. Là, il y a Buffet qui vient d'arriver, la ministre des Outre-mer, qui a l'air un peu plus sérieux. Il discute. Et là, le premier argument dans les îles insulaires d'Océanie, c'est pas le rapport de force, c'est la parole. Au moins discuter, avec des règles de discussion. Et on finira là-dessus, du coup. Merci beaucoup Merci d'avoir en tout été cas là. à tous les 3. Applaudissez bien fort.